Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler encore de la programmation fonctionnelle, mais cette fois-ci sur les fonctions. Alors ici, nous allons parler des fonctions en tant que valeurs. Parce qu'en fait, les fonctions sont maintenant des valeurs de première classe, ça veut dire qu'elles peuvent être assignées à des variables, passées en tant qu'argument de fonction et retournées par une fonction. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, les fonctions peuvent être des valeurs à part entière comme des structures, des nombres, des classes. Et même ces fonctions deviennent alors anonymes, c'est plus une définition de fonction classique, c'est vraiment une fonction qui peut ne pas avoir de nom. Par exemple, elle peut aussi avoir d'autres fonctionnalités comme capturer un environnement. C'est le cas des closures, mais on n'en parlera pas trop sur cette vidéo. Alors ici, nous allons passer avec un premier exemple avec Python. Donc ici, nous avons la fonction anonyme qui va être définie avec lambda. Une fois, je pense, on pourra parler du lambda calculus. Nous avons A et B. Ils sont donc deux paramètres qui vont être additionnés. C'est pour ça que j'ai nommé la variable add. Donc ici, ça se définit comme une variable, mais en fait, ça a les mêmes propriétés qu'une fonction. C'est comme si je l'avais défini avec def. Bien sûr, il y aura quelques petites différences, mais je pense que vous comprenez. Ici, nous avons le même exemple en Rust. Ici, nous avons juste deux barres à la place du lambda. Ici, c'est pour aussi définir une closure. En R, nous avons en fait function AB, donc avec A plus B. Donc, comme vous le voyez, en R, en fait, on a directement des fonctions anonymes, pas des fonctions définies de façon classique. Ce qui fait qu'en fait, oui, c'est assez fonctionnel par défaut. Si j'ai pas mis de crochet, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'en mettre, c'est selon la taille du code que vous écrivez. Ça c'était pour R. Nous avons aussi pour Haskell, qui aussi a sa propre syntaxe qui est un peu particulière, mais donc pour les personnes qui font du Haskell, ils connaissent ça, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Mais si vous êtes intéressé, je sais qu'il y a pas mal de personnes, pas mal de tutos qui vont faire ça, et on va normalement aussi bientôt en sortir un dans l'avenir si le temps nous est donné. Nous avons aussi JavaScript qui lui en fait va utiliser le mot-clé cons ou let, ou je pense qu'il y a aussi le mot-clé var. Et voilà, donc c'est exactement la même chose. J'aime bien aussi la syntaxe arrow function parce que pour moi je trouve c'est un peu plus lisible. Ici nous avons les paramètres et nous avons AB. Donc tout ça, c'est à peu près le même protocole, la même façon d'être fait. Et donc c'est pour définir des closures. Assez cool, non? Et maintenant on va passer des valeurs aux arguments. Alors au niveau des arguments, on peut savoir que les fonctions peuvent être passées en tant qu'argument à d'autres fonctions, ce qui permet pas mal de choses intéressantes. Notamment comme par exemple j'ai créé une fonction donc, qui s'appelle applique deux fois, juste qui va prendre en argument une fonction et un nombre, et donc en fait va appliquer deux fois cette fonction sur ce nombre. On va faire pareil bien sûr en Rust, donc vous voyez que c'est le même type de choses qu'on fait sur R aussi, sur Haskell aussi, avec JavaScript bien sûr, et du Scala. Donc je ne suis pas encore sûr, je ne suis pas encore très bon avec du Scala, donc je suis assez néophyte, mais je crois qu'il faudrait aussi mettre des types dessus, si je ne me trompe pas. Et après, nous passons donc aux fonctions d'ordre supérieur. Les fonctions d'ordre supérieur sont des fonctions qui peuvent prendre d'autres fonctions en tant qu'argument, et même retourner une fonction en tant que résultat. Nous avons vu des exemples tout à l'heure où des fonctions prennent d'autres fonctions. Les plus populaires ou les plus connus sont les fonctions map, filter et reduce, il y en a plein d'autres. Et ceux-là sont vraiment les plus utilisés, plus souvent sur des listes ou des tableaux, mais en fait ça peut être utilisé sur plein d'autres structures. C'est vraiment connu pour être utilisé sur les arrays ou sur des listes. Si nous allons prendre un premier énoncé, comme par exemple prendre une liste de nombres et incrémenter de 1 chaque élément, donc c'est-à-dire prendre une liste et faire plus 1 à chaque élément. Alors ici, on peut faire ça de façon classique en Python, une boucle for, on prend un tableau qui a plusieurs valeurs, donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, pour faire ça, on doit définir un tableau vide, faire une boucle for sur ce tableau ici. Ensuite, on ajoute de 1 chaque élément avant de le rajouter vers le tableau de réception pour avoir finalement un tableau incrémenté. Alors, on peut utiliser une autre de ces fonctions qu'on avait vu tout à l'heure, la fonction map, et elle va faire ça. Elle va prendre une fonction qui prend un élément et fait quelque chose avec, puis une liste d'éléments, et donc map va appliquer la fonction sur la liste d'éléments. Donc on peut le voir, ici le code est maintenant très vite raccourci parce que maintenant il se fait en une seule ligne. Ici, nous avons toujours le tableau, en fait on fait un map qui va prendre ici la fonction anonyme qui va faire un plus 1,
et le tableau en question. Donc on doit faire liste avec Python parce qu'en fait il rend des itérateurs. Et voilà, donc ici on fait la même chose qu'en haut, mais cette fois-ci avec moins de lignes. C'est un peu plus court. On peut faire aussi la même chose avec cette fois-ci JavaScript. Donc là je ferai seulement avec JavaScript parce que pour dire vrai, les autres c'est assez répétitif. Et donc JavaScript je trouve ça assez intéressant parce que nous avons en fait la liste. On peut directement être itéré dessus parce que la fonction map est directement partie de ces méthodes. Et en fait on n'a plus qu'à lui passer l'action qu'on veut faire avec. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez cool. Nous allons prendre un deuxième énoncé, donc cette fois-ci on va prendre une liste de nombres et retourner que les nombres pairs. Pour faire ça en fait, on a jusqu'à faire une boucle for avec Python, donc on définit encore à nouveau une liste vide. Ensuite, tous les éléments qui se trouvent dans le tableau, justement, on va d'abord vérifier si ceux-ci sont pairs, donc si on arrive à faire un modulo 2 et que ça donne 0. Donc si c'est le cas, donc on les ajoute, si ce n'est pas le cas, on ne les ajoute pas, et donc on a le résultat qu'on veut. On va faire la même chose avec la fonction filter, qui va nous permettre en fait de filtrer uniquement les éléments qui nous intéressent. Comment? En prenant une fonction qui va faire un test. Si l'élément passe le test, alors il va retourner vrai, ou sinon il va retourner faux. Donc on n'a plus qu'à passer la liste d'éléments, et le tour est joué. Donc on peut encore voir ça. On a le tableau ici, avec les éléments 1, 2, 3, 4. Ici, on fait les filters. Là, nous avons jusqu'à faire le test si c'est pair. Donc on passe le tableau. Et donc en fait, bien évidemment, on peut toujours mettre le liste. Et ça donne le même résultat, mais cette fois-ci, tout ça se fait en une seule ligne. Nous avons aussi le même exemple, cette fois-ci avec JavaScript. Donc nous avons les éléments 1, 2, 3, 4. Donc là, nous avons array, filter. Donc on peut justement filtrer les éléments en donnant simplement la fonction qui va faire le test. Après, ici, nous allons prendre un autre énoncé, donc c'est prendre une liste de nombres et trouver le maximum. Donc on revient avec un exemple simple avec Python. Donc ici, on va juste définir une variable 0. Il va donc être le maximum. Donc là, c'est un minimum ici, parce que je sais que ce sont des nombres supérieurs à 0. Donc ici, une sorte de minimum. Ensuite, pour tous les éléments dans le tableau, si donc l'élément est plus grand que maximum, alors c'est là on va faire le remplacement. Et c'est comme ça qu'on peut trouver le maximum. Donc comme vous le savez, on a aussi une autre fonction qu'on peut faire. Donc c'est reduce qui va prendre une fonction. Donc cette fois-ci, cette fonction ne va pas prendre un seul élément, mais deux paramètres. Parce qu'en fait, il va toujours travailler avec deux éléments 1 à 1. Le premier, c'est souvent le résultat, soit le premier élément de la liste, ou soit le résultat du calcul précédent. Et là, c'est donc l'élément actuel. Donc ici, nous prenons une liste d'éléments et le tout va se faire tout seul. Donc en fait, il suffit juste de prendre array et après faire un reduce. On n'a plus qu'à faire la fonction lambda x et y. Il va prendre un x et un y et va chercher lequel est le plus grand. Donc il va à chaque fois retourner le plus grand parmi les deux, soit x si x est y ou soit y. Et donc en fait, ça va comparer à chaque fois comme ça. Donc nous avons le 2 et le 1. Donc ici, 2 est plus grand que 1, il va retenir 2. Après, il va reprendre 2 et 4. Il va comparer les deux et 4 est plus grand, donc il va le prendre. Ensuite, il va comparer 4 et 3. Donc ainsi de suite jusqu'à trouver. Donc ici, nous allons tomber sur 4. Ça, c'est le pouvoir de ces fonctions-là. Donc on peut aussi avoir le reduce ici parce que je n'ai pas dit sur Python. Malheureusement, il va falloir importer reduce de functools. Donc sinon, ici, sur JavaScript, si je ne me trompe pas, normalement c'est là le début. Donc, le reduce va nous permettre de pouvoir faire ce genre de calcul facilement, donc en trouvant le maximum. Si c'est un ternary operator, vous pouvez vous renseigner sur internet. C'est juste une façon plus simple d'écrire un if then else. Et petite note aussi, nous avons en fait la fonction sum, la méthode sum, donc pour les arrays. Je crois qu'en JavaScript nous avons un sum. En fait, c'est comme une sorte de reduce ou un cas particulier de reduce dans lequel on aurait passé une fonction qui prend un x, un y et qui les additionne. Voilà. Nous allons passer maintenant à un autre énoncé, prendre un nombre et vérifier s'il est premier. Alors pour vérifier s'il est premier, en fait, il ne doit pas avoir d'autre diviseur que 1 et lui-même. Donc ici, pour éviter justement de tomber là-dessus, donc on va partir de 2, on va aller jusqu'à lui-même. Donc ça veut dire qu'en fait, ça va aller jusqu'à x-1 mais pas x. Donc c'est seulement le cas d'intérêt. Et donc si on se rend compte que l'un d'entre eux
est divisible, arrive à diviser donc x, ben, ça veut dire qu'il n'est pas premier, donc on doit retourner faux. Sinon, donc si on a réussi à explorer toute la liste et que ce n'est pas le cas, alors on retourne vrai. Donc dans ce cas ici présent, on peut aussi faire pareil, que cette fois-ci en faisant une fonction def est premier en Python. Et là on voit une somme, donc ça je vous explique quoi tout de suite. Un list comprehension. Je ne sais pas si vous connaissez list comprehension, mais c'est quelque chose d'un peu plus simple et d'un peu plus concis que juste faire une boucle for. Donc en fait c'est x, tout x qui se trouve justement dans cette rangée, comme en haut, et il respecte ce test, à savoir s'il divise le tout. Donc en fait après ça on fait juste une sommation, donc on va faire une somme de la liste. Si la liste est vide, ça va retourner 0. C'est pour ça qu'en faisant le test 0 ici, donc on peut vérifier que la liste est bien vide. Donc c'est comme ça qu'on peut vérifier qu'il est premier en une ligne. Donc bien sûr ça c'est un exemple en Python et je ne trouve pas super lisible. Un des exemples que j'apprécie le plus, c'est plutôt lorsque je vais faire un Rust, parce que en fait ici on voit tout de suite l'ordre, comment ça se fait, donc par ordre de lecture. Donc on prend les éléments de 2 à x, ensuite on va filtrer le tout en vérifiant en fait si ces éléments là donc arrivent à diviser x. Si c'est pas le, si c'est donc le cas, donc il va y avoir une faute parce qu'en fait on va faire la sommation. Donc il y a quelques éléments dedans, ben, ça va être plus que 0, sinon ça va être 0 simple. C'est comme le code en Python ici, et je le trouve un peu plus lisible comme ça. Donc après on va pouvoir regarder en fait les autres fonctions d'ordre supérieur. Donc ce sont des fonctions qui retournent des fonctions. Vous allez voir qu'en fait c'est très intéressant parce que on a parfois besoin de générateurs de fonctions. Ici on peut prendre un exemple banal ou classique ou simple. Donc on va prendre en fait un peu comme on avait vu la fonction qui double. Cette fois-ci ça va juste être une fonction qui va prendre une fonction et ensuite va retourner une fonction qui elle fait le double de la première fonction passée. Ça paraît un petit peu bizarre, mais regardez ce que ça fait. Nous avons plus 1, nous avons lambda et x, donc, qui va juste faire un plus 1 à chaque fois. Donc en fait je crée une nouvelle fonction plus 2, et en fait en passant juste plus 1 à double. Donc ça crée une nouvelle fonction qui va appliquer 2 fois plus 1. Ensuite je peux aussi créer un plus 4 en appliquant double sur plus 2. Donc en fait les deux vont marcher. Vous voyez que là j'ai juste créé quelques fonctions, ensuite j'ai pu en fait en créer de nouvelles en les combinant. Alors ici on va voir un autre cas, comme par exemple écrire un code qui permet de mesurer le temps d'exécution d'une fonction. Ici j'ai pris plutôt un exemple simple et classique, donc c'est plutôt une fonction qui va en fait prendre une autre fonction, va démarrer le temps, va exécuter cette fonction, on vous met son résultat donc dans res, ensuite va finir le temps, il va retourner res et endstart. Donc ici c'est pas vraiment un cas où on retourne une fonction directement, mais on retourne justement la valeur d'une fonction. Et pour faire ça en fait j'aurais très bien pu définir une fonction à l'intérieur de cette fonction qui va exécuter tout ça. Ensuite juste retourner cette fonction. Vous voyez que c'est très facile de pouvoir passer d'une fonction spéciale à une fonction qui crée des fonctions. Si nous avons un autre exemple, c'est en fait un cas un peu spécial parce que c'est bizarre, donc il ne faudra pas trop entrer dans les détails. Et c'est une fonction qui va permettre de faire des rotations à droite sur des chaînes qui lui sont passées. Et donc en fait, regardez pas trop les détails, ça va juste retourner une nouvelle fonction qui va prendre en paramètre le n ici, qui va faire n pas de rotation, donc il va retourner n fois à droite. Ici nous avons il y a une fonction qui s'appelle, pas une fonction plutôt, une liste qui s'appelle rotation. Il va contenir en fait les fonctions rotation. Comme on avait dit, les fonctions sont maintenant des valeurs à part entière. Donc j'ai pris rotation à droite 7, rotation à droite 18, rotation à droite 3. Donc ils vont chacun retourner une fonction qui vont faire ces types de rotation. Donc de cette façon là en fait j'ai pu faire un reduce. Et là c'est plus une sorte de reduce qui ressemblerait à fold, mais vous n'avez pas besoin de connaître les détails là-dessus. C'est-à-dire je passe juste un objet et donc en fait cette fonction va prendre la rotation, donc, une de ces rotations à chaque itération ou à chaque pas,
va prendre l'objet et va faire la rotation, donc ce qui va faire que l'objet ici va obtenir une rotation et va donc être tourné, et donc à chaque fois l'objet va être tourné, donc cette fois ici 18 fois, ici 3 fois. Donc vous voyez qu'on peut faire des trucs assez spéciaux avec les fonctions. Bon, ça ce sont des notions avancées, mais bon, continuons quand même un peu dessus. Donc je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais pour moi à l'école on a vu en mathématiques quelque chose d'un peu bizarre qui s'appelait f rongé. Et je comprenais pas en fait à quoi ça servait, hein, parce que là on voit f rongé qui est juste une représentation pour dire que nous avons g qui est appliqué à x, puis f qui est appliqué à ce résultat. En fait ce truc là est extrêmement pratique et sert dans beaucoup d'endroits parce qu'en fait ça représente un petit peu la base de ce qui concerne les pipes ou les tuyaux qui relient en fait plusieurs commandes. Ici sur Haskell j'ai essayé de prendre un exemple, j'ai pas réussi à trouver d'exemple encore très simple à faire, mais ici vous voyez que le point en fait c'est une sorte de combinateur, donc de tuyau qui va relier en fait ces deux parties. Il faut imaginer que mapsum, là c'est encore des notions un peu spécifiques comme le currying et tout ça, mais pas besoin de connaître toutes ces notions de professionnel encore. Donc imaginez que mapsum en fait c'est une sorte de une seule fonction. Ça va combiner la fonction mapsum à la fonction maximum. Vous voulez savoir, donc c'est juste quelque chose qui va prendre une sorte de tableau, va faire en fait une sommation de chacune de ces lignes, et donc après les résultats de chacune de ces lignes on va essayer de déterminer quel est le maximum. Dans Haskell, avec cette fonction de connexion, ça se lit de droite à gauche. Comme vous voyez, c'est assez élégant. Ici aussi, donc l'exemple que je voulais montrer vraiment, qui montre à quoi ça sert, c'est que ça permet d'éviter du nesting, ça veut dire mettre une fonction dans une autre fonction, dans une autre fonction, dans une autre fonction, parce que ici, donc, comme par exemple un vecteur, là nous avons les notions de vectorisation, donc on peut appliquer une fonction sur un vecteur comme si on l'appliquait sur un nombre, une sorte de mapping spécifique. Et comme vous voyez ici, on prend un vecteur, on fait le sinus, puis on fait la moyenne de chaque élément, puis le cosinus, et puis on fait la somme. Donc ça c'est assez marrant. Bon, après la moyenne de chaque élément c'est pas exactement ça, mais vous avez compris le truc. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser les pipes, donc les tuyaux de R qui sont là par défaut. Prenons justement V, on va y appliquer sinus, min, cos et somme. Comme vous voyez ici, c'est extrêmement plus simple de lire plutôt que ça. Et c'est pareil, si vous utilisez plutôt la librairie de Magritte R, en fait nous permet d'avoir le pipe qui nous permet de faire aussi la même chose et bien plus encore. Donc ce sont des fonctionnalités qui nous permettent vraiment de pouvoir faire des trucs intéressants. Ici on peut aussi voir un autre avantage, c'est comme par exemple pour le parallélisme. Donc comme vous vous souvenez des fonctions map, filter, reduce, etc. En fait, ici si je veux rendre le calcul parallèle et donc le distribuer sur différents unités de calcul sans trop me poser problème, en fait je peux directement utiliser Rayon, donc, qui est une librairie ou un crate de chez Rust, qui me permet en fait de juste, à la place d'utiliser iter, d'utiliser par iter. Donc la plupart des opérations que je vais faire à partir de là, que ce soit map, filter, reduce, c'est un petit peu différent, mais donc voilà, toutes ces opérations là en fait vont être parallélisées, et donc ce qui va me permettre d'optimiser mon code, et ça sans avoir à toucher plus que ça. Donc vous voyez que ça rend très facile le parallélisme. Et c'est ça ce que je trouve d'assez beau, c'est que là on ne se concentre plus vraiment sur comment faire pour traiter telle ou telle chose. En fait on pense juste à comment on va faire à ce qu'une fonction puisse traiter un élément, puis on peut en fait le combiner avec d'autres fonctions pour que ça puisse en fait être traité en tant que groupe d'éléments, ou bien même puisse être traité de façon parallèle. Et ça sans avoir à penser plus que ça. C'est pour ça qu'on va pouvoir passer à la conclusion. Donc comme vous le voyez, nous avons quelques avantages. On peut structurer le code d'une certaine façon, comparé comme par exemple la programmation procédurale peut avoir quelques soucis ici, donc on va plutôt penser en termes de fonctions qu'on va prendre ensemble et qu'on va combiner. Ça va aussi nous permettre de rendre du code plus court, comme vous avez vu, donc on peut vraiment réduire ça, et ça c'est pas seulement que sur une seule partie du code, donc vous imaginez une énorme base de code qui va pouvoir être réduite de façon simplifiée, et nous avons vu aussi les avantages, notamment pour ce qui concerne le parallélisme.
on peut vraiment faire du parallélisme beaucoup plus facilement avec la programmation fonctionnelle. Donc bien sûr, pour ce qui concerne la notion de structure, on peut très facilement le faire aussi avec la programmation orientée objet. Je trouve que parfois, ça peut être bien d'utiliser la programmation orientée objet, d'autres fois la programmation fonctionnelle, parce que vous verrez, avec les design patterns, on peut aussi représenter ça, non pas seulement qu'avec le paradigme orienté objet, mais aussi fonctionnel. Et parfois le fonctionnel, en fait, va nous permettre d'avoir des structures plus simples ou plus faciles que des classes. Donc si c'est uniquement, bien sûr, des telles. Donc voilà, ça dépend vraiment de comment le langage implémente ça, bien évidemment. Après, les défauts, c'est que ça peut être parfois complexe. Ça ne veut pas dire que si nous avons tous ces éléments cool dans la programmation fonctionnelle qu'il faut forcément l'utiliser partout. Donc, on peut écrire du code qui est purement fonctionnel, mais vous verrez qu'à certains endroits, vous risquez de vous gratter la tête. C'est pour ça que moi, je préfère plutôt prendre une approche multi-paradigme. Donc en fait, utiliser le bon paradigme au bon endroit. Moi, je dis que la force de la programmation fonctionnelle, c'est surtout lorsque on essaye de pouvoir travailler avec des opérations complexes, parce que de cette façon-là, on peut le diviser en d'opérations plus petites, donc des fonctions, notamment de petite taille, qu'on va pouvoir combiner ensemble et pouvoir créer quelque chose de meilleur. Et à ça, donc la programmation fonctionnelle, après pour impératif, objet, c'est surtout si, comme par exemple des interactions, si ça va être pour surveiller un état qui doit évoluer sur le temps, concernant comme par exemple les interactions avec un utilisateur ou des éléments externes, etc. Donc je trouve que la programmation orientée objet et procédurale sont meilleures sur ce point-là, mais c'est pas forcément toujours le cas. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Moi je vous dis merci, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous n'avez pas encore fait ça. Si vous avez peut-être des questions, des suggestions, des remarques, etc. Donc il y a toujours la section commentaires pour faire ça. Et moi je vous dis d'ici là, que Dieu vous bénisse. À bientôt.